Ce qui devait être un voyage de rêve vers les lagons turquoises de Bora Bora s'est transformé en un cauchemar à 9000 mètres d'altitude, avant même que l'avion ne quitte le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Une hôtesse de l'air, Camille et Laurent, rongés par l'amertume d'une promotion refusée et une jalousie venimeuse, a commis un acte d'une violence choquante contre une femme enceinte noire, le docteur Aïssa Diallo. Elle ignorait que cette femme était accompagnée de son mari, Julien Moreau, un homme dont le carnet d'adresse contenait le numéro direct du PDG d'Air France. Cet incident, capturé par une caméra indiscrète, n'était pas seulement une question de manque de respect, il a déclenché une cascade de conséquences qui a secoué la nation entière, révélant les fractures profondes de préjugés et de privilèges. Dans les salons feutrés d'Air France Première, où le luxe et la sérénité règnent en maître, cette histoire commence, portée par la tension d'une confrontation inattendue et la puissance d'une justice rapide. Le salon Air France Première à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle était un havre de calme et au milieu de l'effervescence frénétique du terminal 2E. L'éclairage tamisé baignait les lieux d'une lumière douce, presque dorée, tandis que l'arôme de café fraîchement torréfié et de croissants chauds flottait dans l'air, accompagné du léger tintement de couverts en argent sur de la porcelaine fine. Les conversations, discrètes, formaient un murmure apaisant, ponctué par le bruissement des journaux ou le cliquetis occasionnel d'un clavier. C'était un monde à part, un cocon d'élégance où les voyageurs de première classe, souvent habitués à un certain raffinement, pouvaient ne s'échapper du chaos du voyage aérien. Assise dans un fauteuil en cuir couleur crème, le docteur Aïssa Diallo savourait cet instant de répit. À 7 mois de grossesse, chaque mouvement était un effort, lasser ses chaussures, trouver une position confortable, ou même marcher sans sentir le poids de son ventre. Ce voyage, une lune de bébé comme l'appelait son mari Julien, était une idée de ce dernier, une dernière escapade luxueuse avant l'arrivée de leur premier enfant, une petite fille et qu'ils avaient déjà prénommée Amélie. Aïssa passa une main sur la courbe douce de son ventre, un sourire léger éclairant son visage. En face d'elle, Julien, installé dans un fauteuil assorti, l'observait avec une tendresse infinie. Ses yeux, d'un brun profond, brillaient d'une adoration mêlée d'amusement. « Elle bouge » demanda-t-il, sa voix grave et chaude, toujours empreinte d'une assurance tranquille. « Elle s'étire » répondit Aïssa avec un petit rire. « Je crois qu'elle est déjà impatiente de découvrir les plages de Bora Bora. Elle rêve peut-être de danser le tamur. » Julien éclata de rire, posant sa tablette de côté. PDG d'une entreprise de logistique technologique en pleine expansion, il était habitué aux négociations ardues et aux agendas surchargés, mais avec Aïssa, il se transformait. L'énergie intense qu'il consacrait à son travail se muait en une douceur protectrice, surtout à l'idée de leur fille à naître. Il avait bloqué 10 jours entiers pour ce voyage, pas d'appel, pas d'email, juste eux deux, le soleil polynésien et la promesse d'un avenir radieux. Tant qu'elle ne tente pas de surfer avant l'heure, je suis rassuré, dit-il, prenant la main d'Aïssa par-dessus la petite table en bois verni. Ses doigts s'entrelacèrent aux siens, son pouce caressant doucement le dos de sa main. Ça va? Tu es bien installé? Tu veux un autre croissant, ou peut-être un jus de fruits frais? Aïssa sourit, touchée par son attention constante. Je vais parfaitement bien, mon amour. Juste heureuse d'être ici, au calme. Mais si tu insistes, je ne dirai pas non à un autre croissant. À leur côté, Louise, la meilleure amie d'Aïssa, feuilletait distraitement un magazine de voyage. Pédiatre comme Aïssa, elle avait insisté pour les accompagner jusqu'à l'embarquement, arguant qu'une femme enceinte de 7 mois ne devrait pas voyager sans une amie pour veiller sur elle. Louise, avec son humour pétillant et son franc-parler typiquement parisien, apportait une légèreté bienvenue. Vous savez, dit-elle en levant les yeux, si Amélie décide de naître à Bora Bora, je veux être la marraine officielle. Je lui apprendrai à nager avant qu'elle ne marche. Aïssa éclata de rire, mais son rire s'évanouit légèrement lorsqu'elle croisa le regard d'une hôtesse de l'air qui se tenait près du comptoir du salon. La femme, blonde, les cheveux tirés en un chignon strict, arborait une expression pincée, presque hostile. Son badge indiquait Camille et Laurent. Ses yeux scrutaient la foule avec une froideur calculée, s'arrêtant brièvement sur le sac à main d'Aïssa, une élégante valise rigide bleu nuit, un cadeau de ses collègues à l'hôpital Necker. Aïssa ressentit un léger malaise, qu'elle attribua aux hormones de la grossesse.
Probablement juste une longue journée, se dit-elle, chassant cette pensée. Leur trajet jusqu'à l'aéroport s'était déroulé sans encombre. Une voiture avec chauffeur, réservée à l'avance, les avait conduits depuis leur appartement haussmannien du 7e arrondissement de Paris. Pas d'embouteillage sur le périphérique, un enregistrement fluide au comptoir prioritaire, et l'accès au salon premier avait été d'une simplicité presque irréelle. Aïssa et Julien évoluaient dans le monde avec une aisance discrète, fruit d'années de travail acharné. Aïssa, d'origine sénégalaise, était une pédiatre respectée, ayant dédié sa carrière à soigner les enfants dans des quartiers défavorisés de la banlieue parisienne avant de rejoindre Necker. Julien, fils d'un ingénieur et d'une professeure, avait bâti son entreprise, Logitech, depuis un petit bureau à Montreuil jusqu'à en faire un leader européen. Leur couple, uni par un amour profond et un respect mutuel, incarnait une réussite à la française, élégante, discrète, mais indéniable. Leur bagage reflétait cet équilibre. Une grande valise enregistrée contenait des robes légères pour Aïssa, des chemises en lin pour Julien, et quelques cadeaux pour leurs amis polynésiens. À main, Julien portait une mallette en cuir sobre, tandis qu'Aïssa avait sa valise rigide bleu nuit, soigneusement rangée. À l'intérieur, ses essentiels de voyage, un roman de Leila Slimani, des vitamines prénatales, et, glissé dans une poche latérale, un petit body rose pâle orné de motifs floraux, le premier vêtement acheté pour Amélie. Ce body, choisi lors d'une promenade dominicale au marché de Passy, était plus qu'un simple objet, c'était un symbole de leur avenir, un rêve tangible. Une heure plus tard, une annonce polie résonna dans le salon, embarquement imminent pour le vol Air France AFUSA 42 à destination de Bora Bora, porte L25. Julien se leva, s'étirant avec aisance. « On y va ?» dit-il, rassemblant leurs affaires avec une efficacité naturelle. Il saisit la poignée de la valise d'Aïssa. « Je peux la porter, tu sais, » dit-elle avec un sourire, sans faire un geste pour l'arrêter. « Je sais, » répondit-il, déposant un baiser sur son front. « Mais tu n'as pas à le faire. » Louise les suivit, son sac à dos jeté négligemment sur une épaule, lançant une plaisanterie sur les cocktails qu'ils siroteraient de bientôt sous les palmiers. Ils quittèrent le salon et pénétrèrent dans le chaos organisé du terminal. La porte L25 était déjà animée. Des familles avec des enfants excités, des couples en tenue tropicale, des voyageurs d'affaires pianotant sur leur téléphone. En tant que passagères de première classe, Aïssa et Julien rejoignirent la file prioritaire du groupe 1, où un agent, Paul, les accueillit avec un sourire chaleureux. « Bon voyage, docteur Diallo, monsieur Moreau, » dit-il en scannant leur carte d'embarquement. « Merci, » répondit Aïssa, son sourire reflétant une gratitude sincère. Mais alors qu'ils s'avançaient vers la passerelle, Camille Laurent, l'hôtesse du salon, surgit devant eux, levant d'une main autoritaire. Son regard, glacial, était fixé sur la valise bleu nuit que Julien tirait. « Ce sac, » dit-elle d'une voix tranchante, « doit être mesuré. » Julien s'arrêta, jetant un coup d'œil perplexe de la valise à l'hôtesse. « C'est un bagage à main standard, » répondit-il calmement. « Nous l'avons utilisé ce matin sur notre vol de correspondance depuis Dakar, aucun problème. » Camille croisa les bras, son expression inflexible. « Tous les sacs trop grands sur ce vol doivent être enregistrés. Les coffres du 787 sont configurés différemment. Mesurez-le, maintenant. » Elle pointa un doigt correct vers un gabarit métallique près du comptoir, un dispositif conçu pour embarrasser les voyageurs. Aïssa sentit une pointe d'agacement, mais elle posa une main apaisante sur le bras de Julien. « Ce n'est rien, » murmura-t-elle. « Faisons-le, pas de souci. » Julien, toujours pragmatique, hocha la tête et roula la valise jusqu'au gabarit. Il la souleva et la plaça à l'intérieur. Elle s'inséra parfaitement, avec une marge évidente. « Ça rentre, » dit-il, son ton neutre mais ferme, regardant Camille. Mais au lieu d'un acquiescement, une lueur étrange traversa le visage de Camille, déception, peut-être, ou frustration. Elle se tourna vers Aïssa, la scrutant de haut en bas pour la première fois. Son regard s'attarda sur la robe de maternité élégante d'Aïssa, signée Cézanne, ses ballerines confortables mais chic, et la courbe de son ventre. C'était un regard qu'Aïssa connaissait bien,
un regard qu'elle avait croisé trop souvent en tant que femme noire dans des espaces de privilège, un mélange de jugement, de méfiance et de rejet. Camille marmonna un peu importe et se détourna, comme si l'incident était clos. Julien récupéra la valise, et ils commencèrent à descendre la passerelle, l'épisode laissant un goût amer. Charmante, celle-là, murmura Louise, roulant des yeux. Allons juste à nos sièges, répondit Aïssa, son ton mesuré. Elle voulait seulement s'installer, un verre d'eau pétillante à la main, prête pour le vol de 12 heures vers le paradis. Mais la passerelle, longue et inclinée, devint le théâtre d'une escalade inattendue. Julien marchait devant, tirant la valise, attentif à Aïssa qui suivait lentement, une main sur son ventre. Louise fermait la marche, envoyant un texto à son conjoint. Ils étaient à mi-chemin quand une voix stridente retentit, « Monsieur, je dois revoir ce sac. » C'était Camille, ses talons claquant sur le tapis de la passerelle. Aïssa et Julien s'arrêtèrent, se retournant. Camille, les mains sur les hanches, descendait vers eux avec une détermination agressive. « Nous venons de le mesurer, » dit Julien, sa voix ferme mais contenue. « Quel est que le problème ?» Camille s'approcha, son regard brûlant. « Le problème, c'est que je dois l'étiqueter. Il rentre peut-être, mais sur ce vol, nous pourrions devoir l'enregistrer à la porte. C'est à ma discrétion. » C'était absurde. En première classe, l'espace pour les bagages était garanti, un privilège payé cher. Aïssa sentit son pouce accélérer, le stress montant. « Julien, laisse tomber, » murmura-t-elle, posant une main sur son bras. « Ça n'en vaut pas la peine. » Mais Camille n'était pas dans un état raisonnable. Ce matin-là, elle avait appris qu'elle avait été écartée pour un poste de chef de cabine, un rôle qu'elle convoitait depuis des années. À 42 ans, après 2 décennies à servir des plateaux repas, à sourire face à des passagers exigeants et à jongler avec des horaires épuisants, ce refus l'avait brisée. Elle se sentait invisible, sous-estimée. Et puis, elle les avait vus. Aïssa et Julien, jeunes, élégants, rayonnant de succès. Aïssa, avec sa grâce naturelle et son ventre rond, incarnait tout ce que Camille enviait secrètement. Dans son esprit tordu par l'amertume, leur aisance était une insulte, leur bonheur une provocation. La valise bleu nuit devint le symbole de sa rage contenue. Quand Julien, avec un soupir résigné, lâcha la poignée de la valise en disant « Étiquetez-la, faites ce que vous voulez », Camille aurait dû s'arrêter. Mais elle ne le fit pas. Ce qu'elle fit ensuite défia toute logique. D'un geste brusque, elle recula son pied et donna un coup violent à la valise. Le choc résonna dans la passerelle, un craquement sec et l'écœurant. La valise, parfaitement équilibrée sur ses roues, dévala la pente, rebondissant contre les parois avant de s'écraser contre la porte de l'avion. Les fermoirs cédèrent, et le contenu soigneusement rangé d'Aïssa explosa sur le sol, son roman, ses affaires de toilette, ses vitamines, et le petit body rose, qui atterrit doucement au sommet du chaos, ses motifs floraux comme une ironie cruelle et au milieu du désastre. Un silence glacial s'abattit. Louise, figée, murmura « Mon Dieu !» Les autres passagers, médusés, fixaient la scène. Aïssa, le souffle coupé, porta une main à son ventre, un geste instinctif de protection. Ses yeux s'embuèrent, non de colère, mais d'une profonde violation. Le monde vacilla, et ses jambes cédèrent. Julien, arraché à sa stupeur, la rattrapa juste à temps, l'enlaçant avec force. « Aïssa, regarde-moi » murmura-t-il, sa voix tremblante de peur. « Respire, chérie, respire. » Julien installa Aïssa contre le mur de la passerelle, s'assurant qu'elle tenait debout. Puis, il se redressa, son regard se posant sur Camille, qui se tenait en haut de la rampe, un sourire narquois vite effacé par une lueur de panique. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, sa voix d'un calme terrifiant. Camille déglutit. « Camille et Laurent » balbutia-t-elle. « Camille et Laurent » répéta Julien, gravant le nom dans sa mémoire. « Vous venez d'agresser ma femme enceinte. » Camille bafouilla une défense faible. « Je n'ai pas touché votre femme, j'ai juste frappé le sac. » Julien avança d'un pas, sa voix devenant plus froide encore. « Vous avez causé une détresse extrême à une femme enceinte de 7 mois, qui a failli s'effondrer. C'est une agression. »
Il sortit son téléphone, ses gestes précis, et fit défiler ses contacts. Parmi les noms de ministres, d'investisseurs et de cadres, il trouva celui qu'il cherchait, Jean-Marc Dubois, PDG d'Air France. Il appuya sur Appeler, sans jamais quitter Camille des yeux. À cet instant, Paul, l'agent de la porte, s'approcha discrètement, sentant la gravité de la situation. « Madame, monsieur, puis-je aider ?» demanda-t-il, mais Julien l'ignora, son attention rivée sur l'appel. À l'autre bout de la ligne, Jean-Marc Dubois décrocha. « Julien, quel plaisir !» dit-il, sa voix chaleureuse. Julien ne perdit pas de temps en politesse. « Jean-Marc, nous avons un problème sur votre vol pour Bora Bora, Portel 25. Votre hôtesse, Camille Laurent, vient d'agresser ma femme enceinte. » Le ton de Julien, glacial et précis, fit taire le PDG. À Roissy, la tension montait. Louise, discrètement, avait sorti son téléphone et filmait, capturant chaque instant. Camille, pâle, recula d'un pas, comprenant enfin l'ampleur de son erreur. Mais il était trop tard. L'étincelle d'un scandale venait d'être allumée, et la tempête n'allait pas tarder à éclater. Un simple coup de pied dans une valise a suffi pour mettre le feu aux réseaux sociaux, transformant l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en l'épicentre d'une tempête médiatique sans précédent. La vidéo, tournée par Louise, l'amie fidèle du docteur Aïssa Diallo, a capturé l'acte choquant de Camille Laurent, l'hôtesse de l'air d'Air France, frappant avec violence le bagage d'une femme enceinte noire, provoquant son effondrement. En quelques heures, cette vidéo est devenue virale, attirant des millions de vues et déclenchant une vague d'indignation à travers la France et au-delà. Camille, autrefois une employée respectée, est devenue une paria, son nom traîné dans la boue, tandis qu'Aïssa et son mari Julien Moreau, un puissant PDG, se retrouvent au centre d'un débat polarisé. Alors que certains saluent leur dignité face à l'agression, d'autres, manipulés par des récits biaisés, les accusent d'abuser de leurs privilèges. Dans cette tempête, où la vérité lutte contre la désinformation, une question persiste. Comment un moment de jalousie peut-il fracturer des vies et enflammer une nation ? Dans la salle de crise du siège d'Air France, à quelques kilomètres de l'aéroport, l'atmosphère était électrique. Les écrans affichaient la vidéo de Louise, désormais vue plus de 3 millions de fois sur X. Les images étaient brutales. Camille, le visage tordu par une rage contenue, descendant la passerelle d'embarquement, son pied frappant la valise bleue nuit d'Aïssa, le contenu s'éparpillant dans un chaos tragique, et Aïssa, enceinte de 7 mois, vacillant sous le choc. Les commentaires sur les réseaux sociaux étaient un torrent de colère, honte à Air France. Cette femme est un monstre, comment ose-t-elle s'en prendre à une femme enceinte ? Mais un contre-récit, plus insidieux, commençait à émerger. Certains médias, avides de clics et jouant sur les tensions culturelles françaises, dépeignaient Aïssa et Julien comme des élites arrogantes, profitant de leur statut pour humilier une travailleuse honnête. Un article publié sur un site d'extrême droite titrait « Un couple privilégié fait annuler un vol pour une simple valise, la tyrannie du woke ». Ce récit, dénué de la vidéo et rempli d'inexactitudes, attisait la colère d'une frange de la population, alimentant une guerre culturelle où Aïssa et Julien devenaient des symboles, pour certains d'injustice raciale, pour d'autres de prétendus privilèges. Dans une suite luxueuse de l'hôtel Georges Pinte, réservé en urgence par Air France, Aïssa reposait sur un canapé en velours, une couverture douce sur les genoux. Ses mains tremblaient encore, non pas de peur, mais d'un mélange de choc et de violation. Julien, assis à ses côtés, lui tenait la main, son regard fixé sur son téléphone, où les notifications s'accumulaient. Louise, toujours présente, faisait défiler son propre écran, les yeux écarquillés. « Aïssa, Julien, vous devez voir ça », dit-elle, la voix tremblante d'excitation et d'incrédulité. Elle tourna son téléphone vers eux, montrant la vidéo qu'elle avait postée sur X. Le compteur de vues grimpait à une vitesse vertigineuse, 3,2 millions, puis 325 millions en quelques minutes. Les hashtags Brasse Air France Scandale et Crash Justice pour Aïssa dominaient les tendances. Mais parmi les messages de soutien, des commentaires venimeux émergeaient. Ils ont joué la carte raciale pour obtenir ce qu'ils voulaient, écrivait un utilisateur anonyme. Cette hôtesse n'a fait que son travail, et maintenant sa vie est ruinée par des riches capricieux, ajoutait un autre. Aïssa ferma les yeux,
une vague de nausée la submergeant. Comment ose-t-il? Murmura-t-elle. Ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas vu ce qu'elle m'a fait. Julien serra sa main plus fort. Ignore-les, mon amour. La vérité est dans la vidéo. Louise, avec son instinct de justicière, ne pouvait rester silencieuse. On ne va pas les laisser déformer l'histoire, dit-elle, tapant furieusement sur son clavier virtuel. Elle posta une mise à jour sur X. Pour ceux qui osent blâmer les victimes, j'étais là, j'ai tout vu. Cette hôtesse a agressé une femme enceinte sans raison. Honte à ceux qui mentent pour la défendre. Justice pour Aïssa. Son message, amplifié par des milliers de retweets, attisa encore plus la polémique. À l'aéroport, Margot, une jeune journaliste freelance de 24 ans, flairait l'opportunité de sa carrière. En route pour Bora Bora pour couvrir un festival culturel, elle se trouvait par hasard dans la file d'embarquement lorsque l'incident s'était produit. Armée de son smartphone, elle avait capturé des images supplémentaires, montrant l'arrivée des agents de sécurité et l'escorte de Camille lors de la passerelle. Margot, avec son blog Chroniques d'ailleurs, et son ambition de percer dans les grands médias, savait que cette histoire pouvait la propulser. Elle envoya la vidéo à une amie rédactrice chez Le Figaro, qui la transmit à la rédaction. En quelques heures, l'histoire était reprise par les chaînes nationales, de BFM TV à France 2, chacune ajoutant son propre commentaire sur les implications raciales et sociales. Pendant ce temps, Camille et Laurent vivaient un enfer personnel. Escortée hors du terminal par la sécurité, elle serrait contre elle une boîte contenant ses effets personnels, un badge usé, une photo de sa nièce, un foulard. Air France. Chaque pas résonnait comme une sentence. Les regards des autres employés, mélange de pitié et de jugement, la transperçaient. 20 ans de service, des milliers de vols, des nuits passées dans des hôtels impersonnels, tout cela réduit à néant par un moment de rage. Dans sa voiture, garée sur le parking des employés, elle s'effondra, des sanglots déchirants secouant son corps. Son téléphone vibrait sans relâche, notification de X, message d'inconnu la traitant de raciste, de monstre. Elle désactiva ses comptes, mais la vidéo était partout, son badge bien visible, son nom désormais synonyme de honte. Elle appela son frère, Étienne, un professeur d'histoire à Nanterre, espérant d'un soutien. « Camille, qu'as-tu fait » demanda-t-il, sa voix lourde de déception. « Tout le monde parle de toi. Ma collègue m'a montré la vidéo. Tu as frappé le sac d'une femme enceinte. » Camille tenta de se défendre, balbutiant des excuses sur une mauvaise journée, un stress écrasant, mais Étienne coupa court. « Tu dois assumer, Camille. Appelle un avocat. Et ne m'appelle pas avant d'avoir réglé ça. » La ligne se coupa, laissant Camille seule face à son désespoir. Au siège d'Air France, Jean-Marc Dubois, le PDG, était en réunion de crise avec son équipe de communication et son conseiller juridique, Claire Beaumont. La vidéo, diffusée en boucle sur les chaînes d'information, était un désastre pour l'image de la compagnie. « C'est un cauchemar », murmura Claire, faisant défiler les commentaires sur X. « Les gens parlent de boycott. Nous devons agir vite. » Jean-Marc, habitué aux crises mais conscient de la gravité de celle-ci, contacta Julien. « Monsieur Moreau, docteur Diallo, dit-il au téléphone, sa voix empreinte d'une sincérité étudiée, je suis profondément désolé. Camille et Laurent a été suspendus, et nous enquêtons. Vous êtes actuellement au Georges Pins, n'est-ce pas? Mon assistante, Valérie, s'assure de votre confort. Dites-moi ce que nous pouvons faire. » Julien, toujours maître de lui, répondit calmement. « Nous voulons des excuses publiques, Jean-Marc. Et un geste concret. Un don substantiel, au nom de votre employé, à une association soutenant les mères en difficulté. » Aïssa, à ses côtés, hocha la tête, sa force revenant malgré l'épuisement. « Nous choisirons l'association. » ajouta-t-elle. Jean-Marc acquiesça immédiatement. Considérez cela comme fait.
Mais la tempête ne s'arrêtait pas là. À l'hôpital Necker, où Aïssa travaillait, ses collègues, alertés par la vidéo, envoyaient des messages de soutien. Une infirmière, Fatou, envoya un texto. Aïssa, tu es une guerrière. On est tous avec toi. Repose-toi, on s'occupe de tout ici. Pourtant, le stress de l'incident pesait sur Aïssa. Une légère douleur dans le bas-ventre l'inquiétait, et Julien insista pour qu'un médecin soit appelé à l'hôtel. Le docteur, une femme d'une cinquantaine d'années, confirma que le bébé allait bien, mais recommanda du repos absolu. Louise, fidèle, resta à leur côté, organisant la récupération de leurs bagages endommagés. Paul, l'agent de la porte, passa discrètement à l'hôtel, apportant le body rose d'Amélie, soigneusement plié. « Je l'ai trouvé dans le chaos », dit-il avec un sourire timide. « J'ai pensé que vous voudriez le récupérer. » Aïssa, émue, le remercia, ses yeux brillant de larmes. Pendant ce temps, le contre-récit gagnait du terrain. Une émission de débat sur CNews invita des commentateurs à discuter de l'incident, qualifiant l'annulation du vol de « surréaction woke ». Un chroniqueur, connu pour ses prises de position controversées, déclara « Cette hôtesse faisait son travail. Ce couple a utilisé son influence pour la détruire. C'est une injustice. » Ces mots, amplifiés par les réseaux, attisèrent la colère d'une partie du public. Aïssa, en lisant ces commentaires, sentit son cœur se serrer. « Ils ne comprennent pas, » murmura-t-elle à Julien. « Ils ne savaient pas ce que ça fait d'être jugé, humilié, sans raison. » Julien, contenant sa propre fureur, répondit. « On ne peut pas contrôler ce qu'ils pensent. Mais on peut contrôler ce qu'on fait. » Leur décision était prise, transformer cette agression en un acte de bien. Ils choisirent l'association Mères Solidaires, qui soutient les femmes enceintes en situation précaire, pour recevoir le don d'Air France. Camille, de son côté, reçut une convocation officielle d'Air France. Dans une salle de réunion austère, face à Claire Beaumont et un représentant syndical, elle tenta de se défendre. « J'avais une mauvaise journée, balbutia-t-elle, les larmes aux yeux. J'ai été écartée pour une promotion. Je n'ai pas réfléchi. » Claire, implacable, fit glisser une tablette montrant la vidéo. « Une mauvaise journée, Madame Laurent ? Vous avez agressé une passagère enceinte, détruit ses biens, et mis en danger sa santé. Votre emploi est résilié, avec effet immédiat. » Camille, abasourdie, quitta la pièce, escortée par la sécurité, son monde s'effondrant. Sur X, la vidéo atteignait désormais 10 millions de vues, et Margot, la journaliste, voyait son blog exploser en popularité. Mais à quel prix ? La France, divisée, s'enflammait dans un débat où la vérité luttait pour rester audible. Un moment de colère, un coup de pied impulsif, et la vie de Camille et Laurent s'est effondrée comme un château de cartes sous une bourrasque. Autrefois hôtesse de l'air respectée, elle est devenue, en quelques heures, une paria, son nom synonyme de honte à travers la France. La vidéo virale, montrant son agression contre la valise d'Aïssa Diallo, une femme enceinte, a détruit sa carrière, ses relations familiales et son estime de soi. Alors que la tempête médiatique s'apaise, laissant derrière elle un sillage de vies brisées, Camille se retrouve seule, confrontée à la ruine de son existence. Mais dans l'ombre de ce désastre, une lueur d'espoir émerge, portée par un geste inattendu de pardon et une chance de rédemption. À des milliers de kilomètres, dans la lumière douce d'une nurserie polynésienne, Aïssa et Julien Moreau, berçant leur nouveau-né, transformant une blessure en une force pour le bien. Cette histoire, ancrée dans la culture française de la réflexion et de la réconciliation, explore comment un instant de faiblesse peut consumer une vie, mais aussi comment la compassion peut ouvrir la voie à un renouveau. Camille, Laurent vivait désormais dans un petit appartement à Cergy, en banlieue parisienne, un lieu austère où le bruit des voisins traversait les murs fins et où la lumière du jour peinait à entrer. Après avoir été licenciée par Air France, elle avait vendu son modeste logement à Boulogne-Billancourt pour payer les frais juridiques et les dettes accumulées. Les notifications sur son téléphone avaient cessé, remplacées par un silence oppressant.
Ses comptes sur les réseaux sociaux, désactivés, n'avaient pas suffi à effacer la tache indélébile de la vidéo virale. Chaque recherche d'emploi se heurtait au même mur, un recruteur curieux tapait son nom sur Google, tombait sur les articles, les commentaires haineux, et l'entretien s'arrêtait là. À 42 ans, après 20 ans de service dans les airs, elle était devenue une ombre d'elle-même, une femme sans avenir, hantée par un moment de jalousie qu'elle ne pouvait défaire. Elle passait ses journées sur un canapé usé, fixant le plafond, rejouant l'incident dans sa tête. Elle voyait encore le regard choqué d'Aïssa, la valise dévalant la passerelle, le sourire narquois qu'elle avait eu avant que tout ne s'effondre. « Pourquoi ai-je fait ça ?» murmurait-elle, mais la réponse était cruelle, l'envie, pure et simple, l'avait consumée. Un matin, son téléphone sonna, brisant le silence. C'était sa mère, Claire, qui vivait à Nice. « Camille, j'ai su une alerte au cœur, dit-elle d'une voix faible. Je suis à l'hôpital Pasteur. Les médecins disent que c'est sérieux. Viens, s'il te plaît. » La panique envahit Camille. Sa mère, son dernier pilier, était en danger. Elle chercha frénétiquement un vol pour Nice, mais les billets de dernière minute étaient hors de prix, et son compte bancaire affichait d'un solde désespérant de 180 €. Les indemnités d'Air France avaient été englouties par les frais de déménagement et les consultations d'un avocat qui n'avait pu empêcher la menace de poursuite pénale pour dégradation volontaire. Désespérée, elle appela sa sœur, Delphine, avec qui elle n'avait pas parlé depuis l'incident. « Delphine, je t'en supplie, j'ai besoin d'aide pour aller voir maman, balbutia-t-elle. Un silence glacial suivit. Camille, après tout ce qui s'est passé. Commença Delphine, sa voix lourde de reproches super grok. To avoid exceeding the context window, I have removed some of the less relevant user messages from the conversation history. The full conversation history is still available and can be referenced if needed. Let me know if you'd like me to retrieve or summarize any specific part of it. Deux sœurs. D'accord, je paie ton billet. Mais ne t'attends pas à ce que je t'accueille à bras ouverts. Quelques heures plus tard, une confirmation pour un vol Ryanair arriva. Camille, le cœur lourd, se prépara à affronter l'aéroport, un lieu qu'elle avait autrefois dominé mais qui était maintenant un théâtre de son humiliation. L'aéroport Roissy-Charles de Gaulle était un cauchemar. Chaque uniforme, chaque regard furtif des passagers lui donnait l'impression d'être démasqué. Elle portait une casquette et des lunettes noires, espérant passer inaperçue. Mais alors qu'elle attendait dans la file pour l'embarquement, une femme la reconnut. C'est elle, l'hôtesse d'Air France. Osemo, s'exclama-t-elle, assez fort pour attirer l'attention. Les têtes se tournèrent, les téléphones sortirent, et les chuchotements devinrent un grondement. C'est la folle qui a frappé le sac. Ryanair l'a embauchée ? Camille, le visage en feu, baissa la tête, serrant sa carte d'embarquement. À la porte, l'agent scanna son billet, puis fronça les sourcils. « Madame, il y a un problème. Le vol est surbooké. Nous devons vous refuser l'embarquement. » Camille sentit le sol se dérober. « Non, vous ne comprenez pas, ma mère est mourante. » cria-t-elle, sa voix se brisant. Mais l'agent, inflexible, secoua la tête. « C'est que la politique. Le prochain vol est ce demain matin. » Vaincue, Camille s'effondra sur un siège en plastique, les larmes coulant tandis que la foule la filmait, capturant son désespoir comme un écho cruel de son propre acte. À des milliers de kilomètres, dans une villa lumineuse surplombant le lagon de Bora Bora, Aïssa Diallo Moreau berçait doucement sa fille, Amélie, âgée de 2 mois. La lumière du soleil polynésien filtrait à travers les persiennes, dansant sur les murs ornés de motifs floraux. Julien entra, un sourire tendre aux lèvres, et déposa un stroke. The assistant has stopped generating the response to prevent exceeding the token limit. Please let me know how you'd like to proceed. Cette histoire bouleversante, tissée de jalousie, de colère et de rédemption, résonne profondément dans la culture française, où les notions de justice, de dignité et de responsabilité personnelle occupent une place centrale.
L'acte impulsif de Camille, motivé par une amertume venimeuse, a non seulement détruit sa carrière, mais aussi brisé ses liens familiaux et sa propre estime de soi. En revanche, la réponse d'Aïssa et Julien, marquée par la retenue et la générosité, illustre une force rare, celle de transformer une blessure en un acte de bienveillance. Cette dualité reflète une valeur française essentielle, celle de l'honneur dans l'adversité, où l'on choisit de répondre à la haine par la compassion plutôt que par la vengeance. Camille, en cédant à l'envie, nous rappelle combien un moment de faiblesse peut avoir des conséquences irréversibles, un thème cher à la littérature française, de Camus à Sartre, où chaque choix définit notre humanité. Aïssa et Julien, en demandant un don à une association pour les mères en difficulté, incarnent l'idéal républicain de solidarité, transformant un scandale en un élan de progrès social. La leçon à tirer est claire, nos émotions, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent devenir des flammes qui consument tout sur leur passage. Dans la vie quotidienne, que ce soit au travail ou dans nos relations, la patience et l'empathie sont des vertus à cultiver. En France, où le débat public est souvent passionné, cette histoire nous invite à réfléchir avant d'agir, à écouter avant de juger, et à chercher des solutions qui unissent plutôt que divisent. Elle nous enseigne aussi le pouvoir du pardon. Aïssa, en choisissant la voie de la générosité, a non seulement préservé sa dignité, mais a offert à Camille une chance de rédemption. Appliquons cette leçon dans nos interactions. Face à la frustration, prenons une respiration, reconnaissons nos faiblesses, et choisissons des actions qui construisent plutôt que détruisent. Ainsi, nous devenons les architectes d'un avenir empreint de compréhension et de respect. Qu'en pensez-vous? La réponse d'Air France était-elle suffisante? Le destin de Camille est-il juste ou tragique? Rejoignez la conversation dans les commentaires. Donnez un pouce bleu pour soutenir notre contenu, partagez cette histoire inspirante avec vos proches, et abonnez-vous pour ne pas manquer nos récits où le karma et les conséquences s'entrelacent. Merci de votre fidélité.